Madame la Présidente, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil général, Mesdames les députés, Mesdames et Messieurs, parler devant vous aujourd'hui est un peu différent de la manière dont je l'avais initialement imaginé. J'arrive d'Albi, où j'ai pu rencontrer les femmes et les hommes qui entouraient Fabienne Terral-Calmès, qui, ce matin de fin de l'année scolaire, au moment où, presque dans ce rituel que vous connaissez parfaitement, elle accueillait les parents et les enfants, a été tuée par une parente d'élève poignardée dans un acte abominable, épouvantable, par une femme dont il ne m'appartient pas de dire à cette étape les mobiles de l'acte qui l'ont conduit à cette atrocité, qui semble avoir des antécédents psychiatriques. L'acte s'est déroulé dans la classe, devant des enfants, au cœur d'une école exemplaire, avec une équipe éducative extrêmement soudée, autour d'une directrice remarquable, d'enseignants remarquables, et je veux le dire parce que ce sur quoi ils ont insisté auprès de moi quand je les ai réunis et quand j'ai parlé avec eux de Fabienne Terral-Calmès, ils ont insisté sur le fait que leur école, qui se situe au cœur d'un territoire difficile, est une école qui avait réussi à parler avec les parents, les impliquer dans un projet éducatif, réussi à mettre en œuvre la mixité. Et il me disait, et je le dis à tous ces oiseaux de mauvais augure qui ont tôt fait de prendre leur envol dès la nouvelle de ce meurtre public, ils m'ont dit de dire, et je veux vous le dire, et saluer le fait que vous soyez recueillis sur la mémoire de cette femme. Ils m'ont dit qu'honorer sa mémoire aujourd'hui, c'était dire que dans ce quartier, qui est un quartier difficile, cette école, l'école Édouard Herriot, cette équipe d'enseignants, avec les parents, avait réussi à mettre en œuvre une école ouverte, une école qui travaille à la réussite de chacun, une école qui met en œuvre concrètement la coéducation, qui fait en sorte que les enfants, très tôt, soient préparés à la réussite, et qu'honorer sa mémoire, c'était dire cela, et je veux le dire devant vous, parce que ça a évidemment un poids et un prix particulier que de le dire ici, avec vous, devant vous, qui étiez ses collègues. Elle qui aura consacré cette vie trop courte, elle avait 34 ans, à une mission qu'elle jugeait essentielle, fondamentale pour elle-même et surtout pour la République. Donc je voulais vous le dire, en tout cas vous saluer le fait que vous soyez penché sur sa mémoire tout à l'heure, et vous dire que j'entendais bien, pas simplement aujourd'hui, mais dans les mois qui vont venir, dans les années à venir, en tout cas faire en sorte que cette mémoire-là ne soit pas oubliée et que nous continuions sur le chemin qu'elle avait ouvert avec des milliers d'autres enseignants aujourd'hui sur le terrain, qui est un chemin essentiel, qui s'attache justement à ne laisser aucun territoire de la République à l'écart de l'éducation, de l'école et des missions qu'on lui assigne. Donc je veux commencer évidemment par l'évoquer, et l'évoquer devant vous. Il n'y a pas d'endroit plus légitime pour parler d'elle et du travail qu'elle avait fait. Cela m'invite
Aussi, malgré tout, je n'avais pas forcément l'intention de vous parler de cela, en tout cas pas autant que je vais le faire. À vous dire combien, depuis que je suis ministre de l'Éducation nationale, je m'inquiète du climat dans et autour de l'école. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de nervosité, beaucoup trop de tension, beaucoup trop de violence dans et autour de l'école. Et je suis, je l'ai dit, souvent frappé de la manière dont parfois les acteurs de la communauté éducative parlent eux-mêmes de l'école, avec des communiqués, des prises de position qui ressemblent parfois à des communiqués de champ de bataille, des articles, des commentaires sur l'école qui relèvent, là encore, d'un compte-rendu de champ de bataille, les uns et les autres transportant dans l'école leurs querelles, leurs conflits politiques. Là où je pense qu'aujourd'hui, notre responsabilité, au regard de l'état de la société française, et j'en prends ma part dans cette responsabilité évidemment comme ministre de l'Éducation nationale, mais notre responsabilité collective, politique donc, collective et politique, est d'apaiser le climat dans l'école. Pas pour acheter je ne sais quelle paix sociale au motif que la paix sociale garantirait la tranquillité du ministre, mais parce qu'aujourd'hui les conditions d'une école sereine, les conditions de tranquillité indispensables à la transmission de savoir, à l'apprentissage de connaissances et de compétences pour les enfants, ces conditions dans plusieurs écoles ne sont plus réunies. Et dans de trop nombreuses écoles ne sont plus réunies. Et vous avez évoqué, et je les évoquerai en creux ou directement, et je vous en remercie d'ailleurs, 2 débats, celui sur les rythmes scolaires ou plus récemment celui sur l'égalité filles-garçons dans l'école. Mais là encore, il me revient de dire comme ministre qu'aujourd'hui notre responsabilité vis-à-vis de ces questions essentielles, l'égalité filles-garçons, les rythmes éducatifs, notre responsabilité est de ne pas transporter dans l'école, dans le débat éducatif qui doit se dérouler, mais se dérouler sereinement, notre responsabilité est de ne pas y transporter une violence symbolique supplémentaire, celle de nos choix politiques, celle de nos convictions religieuses, celle des choix que nous sommes parfaitement légitimes à faire comme citoyens, mais nous avons la responsabilité de ne pas rajouter au climat qui est celui de l'école toute cette violence symbolique dont je dis, et je dis aux parents, aux enseignants et à tous ceux qui s'intéressent à l'école, que cette violence symbolique ne peut pas être sans conséquence sur les enfants, ne peut pas être sans conséquence sur les écoliers, ne peut pas être sans conséquence sur les collégiens et les lycéens. Et que nous serions dans le déni si nous pensions une seule seconde que la façon dont nous parlons d'école, la manière dont nous utilisons des arguments qui sont des arguments, des mots d'ordre, des slogans clivants, durs, conflictuels, si nous pensions que ces arguments, ces prises de position seront sans conséquence sur les enfants de l'école de la République. Ça n'est pas vrai. Et ça ne peut pas l'être sans conséquence. Et je vais aborder avec... de la même manière que vous l'avez fait, d'ailleurs, et je vous en remercie, avec tranquillité, avec des arguments, la question des rythmes scolaires, mais je le disais sur les bancs de l'Assemblée nationale cette semaine, ce n'est pas raisonnable aujourd'hui de faire la grève de la faim sur la question des rythmes scolaires. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable qu'une maire d'une commune fasse la grève de la faim et soit soutenue par des parlementaires. Ce n'est pas raisonnable qu'une enseignante se joigne à cette grève de la faim. Parce que la violence symbolique de ces décisions pèse là encore
sur la capacité que nous devons avoir à traiter ces questions des rythmes éducatifs sereinement, ce qui n'empêche pas le débat, mais calmement. J'évoquerai tout à l'heure le débat sur les ABCD de l'égalité et l'égalité filles-garçons. Aussi parce qu'on est dans l'école maternelle, mais que ça n'empêche pas le premier rang de votre congrès d'être très paternel, si je peux me permettre. Mais je le dirais aussi, j'ai remarqué ça à l'éducation nationale, c'est encore plus vrai. Notez d'ailleurs qu'il n'y avait jamais eu une ministre de l'Éducation nationale, ce qui est quand même... Je pense qu'il doit... Oui. Ministre délégué, si vous permettez. Ah oui, mais le titulaire du poste au-dessus était à l'époque Claude Allègre, si mes souvenirs sont bons. Donc il y avait quand même un patron. Donc il n'y a jamais eu, alors donc je vais me corriger, de ministre plein de l'Éducation nationale qui soit une femme. Et je pense d'ailleurs, il y a eu une ministre de l'Intérieur, une ministre de la Défense, d'ailleurs c'est la même. Monsieur le préfet, je crois qu'elle n'est pas loin d'ici, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. C'était Michel Alliot-Marie, qu'il a été 2 fois, mais jamais il n'y a eu une ministre de l'Éducation nationale, dans pourtant une administration qui compte, ne serait-ce que pour le premier degré, une immense majorité de femmes, mais plus on gravit les places dans la hiérarchie de cette administration, moins on trouve de femmes, même si, pour la première fois, réjouissons-nous, la directrice générale de l'enseignement scolaire est une femme. C'est la première fois, je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai nommée, mais en même temps, c'est quand même moi qui l'ai nommée. Mais bon, c'est pas grave. Bon, voilà. Je vais revenir plus sérieusement aux ABCD, puis je vais parler surtout de l'école maternelle. Mais je vous le redis, je crois que notre responsabilité aujourd'hui, c'est de laisser un peu, en tout cas je le dirai à toutes celles et ceux qui se livrent à des intimidations, à des injonctions à l'égard de l'école, c'est de laisser l'école un peu tranquille, et s'il faut que je prenne, moi, plus de coups pour que l'école en prenne moins, je le ferai. Je le ferai et je prendrai mes responsabilités, mais je l'ai dit et répété depuis 3 mois, je trouve qu'il y a aujourd'hui trop de nervosité autour et dans l'école, qu'il y a aujourd'hui trop d'injonctions à l'égard de l'école qui sont injustifiées, il y a aujourd'hui trop d'intimidation à l'égard des enseignants et de la communauté éducative, et j'entends faire en sorte que le mouvement s'inverse et que nous puissions plus sereinement et plus tranquillement aborder les grands chantiers qui sont devant nous. Car, pour ce qui relève de l'éducation, à la fois depuis la loi de refondation de l'école, mais en conséquence, mais aussi en raison des choix que nous avons faits, les chantiers qui sont devant nous sont extrêmement nombreux. Les nouveaux programmes pour l'école maternelle en 2015, et nous y reviendrons, il y a d'ores et déjà des discussions, et j'imagine que le sujet a dû être évoqué lors de votre congrès, qu'il y a la mémoire des programmes de 2002, de ceux de 2008, pas forcément le même attachement des mêmes au programme, et ceux-ci ne relevant pas forcément des mêmes principes ou des mêmes logiques, mais nous travaillons et nous allons travailler à faire en sorte, en tout cas, que ces programmes nous permettent de consolider les acquis qui ont été mis en lumière par l'ADEP, qui font de l'école maternelle, vous l'avez dit, un exemple et qui est un des exemples que d'autres pays regardent dans le monde entier et un objet d'observation et un modèle qui est aujourd'hui valorisé, en tout cas par la France, dans la manière dont elle évoque et défend son système éducatif. Mais nous devons faire en sorte que ces acquis, qui sont ceux de l'école maternelle, qui montrent qu'à bas bruit, cette école s'est transformée, qu'elle a su évoluer, que ses enseignants ont su la faire évoluer, sans pour autant que ça provoque un vacarme considérable, mais dans ce qu'on appelle, ou ce que j'appellerais, pour utiliser une métaphore d'un ouvrage, je crois que c'était de François Julien, les transformations silencieuses. Nous avons là des formes de transformations silencieuses qui ont eu des résultats, et des résultats remarquables, qui doivent nous amener aujourd'hui à voir de quelle façon les nouveaux programmes
s'appuie sur ce qui est acquis et ce qui a été réalisé par l'école maternelle et ne cherche pas évidemment à tout bouleverser au motif que à peu près tous les 6 ans, il faudrait tout changer pour tout réinventer, là où nous avons aujourd'hui suffisamment de travaux de recherche, suffisamment d'études pour montrer ce que sont les acquis de l'école maternelle. L'école maternelle qui redevient en soi un cycle, et un cycle à part entière, et ce qui, je crois, est une bonne chose, avec la réintégration de la grande section dans le cycle de l'école maternelle. Mais c'est une bonne chose, et je le dis notamment sur, aujourd'hui, les acquis qui sont ceux des apprentissages à l'école maternelle, notamment sur les correspondances phonème-graphème, et ces acquis qui doivent être derrière améliorés, consolidés, développés en CP, en CE1 et durant tout ce qui sera le parcours des enfants dans l'école primaire. Nous avons là les bases à partir desquelles penser des nouveaux programmes, en lien évidemment avec vos travaux, avec votre expérience. Et je veux le dire, tout à l'heure, vous évoquiez, Madame la Présidente, un certain nombre des retours qui nous ont été faits par votre association à partir de cette première année d'expérience autour des rythmes scolaires. Incontestablement, dans la circulaire et les recommandations que nous avons réalisées pour les enseignants, pour les élus, pour la communauté éducative, sur les rythmes scolaires dans l'école maternelle, nous sommes partis, au-delà d'un certain nombre de remarques que vous avez faites et que vous pourriez maintenir, hein, ça évidemment vous êtes libre, mais nous avons tiré un certain nombre de conséquences des remarques que vous pouviez faire, mais aussi un certain nombre des conséquences de ces séminaires interacadémiques qui ont été réalisés tout au long de l'année en France, 8 séminaires interacadémiques et qui ont mobilisé directeurs d'école, enseignants, pour nous dire à la fois les bénéfices pour les élèves de la réforme des rythmes éducatifs, mais aussi un certain nombre de points d'attention, de vigilance. Et pour les écoles maternelles, on les connaît parfaitement. Il s'agit de bien respecter temps d'activité et temps calme, et que l'organisation des temps éducatifs ne vienne pas bouleverser cet équilibre-là, qu'on puisse avoir des enfants qui reconnaissent et identifient parfaitement en fonction des temps les adultes avec lesquels ils vont travailler, qu'il y ait des activités périscolaires qui, dès lors qu'elles sont organisées, répondent aux besoins et soient les plus cohérentes avec le projet éducatif et le projet pédagogique de chacune des écoles. Sur tous ces sujets, évidemment, nous avançons, nous tirons les leçons de la manière dont la réforme des rythmes scolaires s'est mise en œuvre, et il est indiscutable qu'il faudra continuer à progresser. Comment vous dire, sinon que sur cette réforme des rythmes scolaires, je dirais un mot aussi des SP, je vais même associer l'un et l'autre, je dirais même d'abord, qu'est-ce qui a changé depuis 2 ans, qui n'est pas forcément perceptible d'ailleurs tout de suite dans les écoles? C'est que nous sommes passés d'un moment où l'éducation nationale était une variable d'ajustement comme une autre, pour ne pas dire privilégiée, parce qu'il y avait là un gros budget, d'une politique d'économie et de réduction de la dépense publique, où on coupait dans l'éducation nationale comme on coupait ailleurs, à un cycle politique où le choix qui est fait est non seulement de ne pas réduire la dépense publique dans l'éducation nationale, mais d'y mettre davantage de moyens. Qu'est-ce qui ne se voit pas encore? Les nouveaux profs dans les classes. Sauf dans les établissements où, avec le plus de maîtres que de classe et la scolarisation avant 3 ans, les effectifs ont pu commencer à croître. Mais pourquoi ne les voit-on pas tout de suite? Parce que nous avons fait un choix qui n'est pas un choix neutre, qui est de rétablir la formation initiale des enseignants. De la restaurer, et selon un processus dont je reconnais que dès lors que les SP sont hébergés par les universités, ce processus prend du temps, suppose que nous soyons, nous, attentifs au contenu des maquettes de formation, notamment pour ce qui relève du tronc commun, à être attentifs à la professionnalisation des concours, à être attentifs à l'apprentissage des gestes professionnels indispensables pour pouvoir faire classe, et notamment ces gestes professionnels qui sont au cœur des réflexions de votre congrès, la relation entre les parents et les enseignants. J'ai été très frappé quand j'ai été dans l'ESP de Créteil,
de voir les futurs professeurs stagiaires, ceux qui vont, j'allais dire, débouler dans vos classes à la rentrée, mais ça va être un peu ça, impatients de connaître et sans doute plus confiants dans cette première année, puisque ce sera pour eux une année en alternance entre leur école où ils retourneront et vos écoles où ils enseigneront pour véritablement la première fois devant autre chose que des concepts d'élèves, mais des vrais élèves, des élèves ou des enfants que vous, en maternelle, auxquels vous apprenez à devenir des élèves, mais des êtres de chair et de sang. Pourquoi je dis ça d'ailleurs? Parce que, si je peux me permettre, n'y voyez aucune critique, parce que je préfère dire ça, parce que souvent, maintenant, dans l'ère du soupçon dans laquelle nous sommes dans ce pays, ou de la défiance, dès que l'on avance une idée, on cherche l'arrière-pensée. Donc là, je n'en ai pas, mais je le dis parce qu'on a souvent pensé que j'en avais quand je disais ce que je vais vous dire. Donc vous allez comprendre. Mais je suis frappé, depuis que je suis ministre de l'Éducation nationale, du fait qu'on est très tenté, surtout quand on est à Grenelle, de manier les concepts, le parent d'élève, l'enseignant, alors l'enseignant syndiqué, qui est un autre concept, et on manipule comme ça des concepts, et on est souvent vite assez éloigné de cette réalité très concrète, qui est celle d'une classe, où derrière chaque élève, il y a un enfant, une histoire, un environnement, une trajectoire, des atouts, des handicaps, atouts et handicaps qui peuvent évoluer au gré d'une situation personnelle qui elle aussi évolue, indépendamment de ce que les enseignants font. Bref, on a une réalité mouvante qui, chaque jour, interroge, questionne l'enseignant sur la meilleure manière de transmettre, de s'adapter au rythme de chaque enfant, bref, de faire classe avec une vingtaine de personnes, voire plus. J'ai dit voire plus. Ce n'était pas une provocation. Je tends à l'idéal, moi. Donc, une vingtaine d'enfants, voire souvent plus, et qui sont autant d'individus avec lesquels il faut pouvoir travailler, et travailler dans des conditions chaque jour différentes. Je dis ça pourquoi? Parce que sur la relation, je reviens à l'esprit de Créteil, sur la relation parents-enseignants, dans le module auquel j'assistais, qui était un module sur la notion de respect par les parents de l'enseignant, on sentait que la préoccupation de ces jeunes enseignants, c'était de savoir gérer le parent intrusif. Alors, je pense que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, le parent intrusif, mais celui, c'est vrai, dont on redoute qu'il s'intercale en permanence entre soi et les enfants, ou l'enfant en l'occurrence, et qu'il, finalement, représente potentiellement un obstacle à, justement, une transmission sereine, des apprentissages sereins. Et sans doute ce parent existe-t-il, et je peux même dire que je crois l'avoir croisé moi aussi 1 ou 2 fois, mais ce qui m'intéresse, moi, et je le leur ai dit, c'est le parent qu'on ne voit pas. Celui qu'il nous revient d'aller chercher. Celui qui a souvent lui-même peut-être vécu une situation d'échec, et d'échec à l'école, et qui vit l'institution scolaire comme parfois hostile, ou qu'il redoute, une institution avec laquelle il ne sait pas dialoguer, qu'il ne sait pas correctement questionner. Ce n'est pas qu'il en remet en cause l'autorité, au contraire, il place souvent ce parent en l'école des attentes qui sont des attentes considérables. Et c'est ce parent-là qu'on voit le moins, et sans doute celui qu'aujourd'hui, des enseignants doivent, j'avais de dire, savoir aller chercher. C'est pas facile ce que je dis, et j'en suis parfaitement conscient. Mais nous devons, si nous voulons travailler à une coéducation réelle, savoir aller chercher ces parents-là. Et c'est ma conviction qu'il faut aller les chercher. Pourquoi? Et je vais vous redire, pardon de me répéter, parce que je le dis partout,
et à ceux que ça agace, ça les agacera encore longtemps. Ma conviction, c'est qu'il faut qu'on arrête d'entretenir le mythe de l'école républicaine égalitaire. Ce mythe n'existe pas. Il n'existe plus. Ou c'est un mythe. Si, le mythe existe. Mais la réalité, elle est bien loin du mythe. Et que notre travail, et mon travail, il est d'arrêter d'entretenir le mythe et de voir de quelle manière, pour commencer, aux déterminismes sociaux, nous ne rajoutons pas des déterminismes scolaires. Et le grand chantier pédagogique qui est devant nous, pour éviter cela, outre les moyens que nous allons mettre, et ce qui va rompre avec le cycle politique précédent, et que nous avons commencé à mettre, outre les priorités à la formation initiale des enseignants, au primaire, à la scolarisation précoce, au plus de maîtres que de classe, à la refonte de l'éducation prioritaire, le grand chantier qui est devant nous pour le temps de la scolarité obligatoire, c'est celui des programmes et de l'évaluation. Parce qu'une fois les programmes arrêtés, encore faut-il savoir les évaluer, ou évaluer les élèves au regard des programmes et des attendus qui sont ceux alors du socle. Je n'en parle pas ici, c'est un sujet, c'est pas que j'en ai peur du tout, au contraire, on va beaucoup en parler. D'ailleurs, quand on le lit, le socle, un exercice intéressant, c'est que dans le cabinet d'un ministre de l'Éducation nationale, c'est de savoir qui maîtrise le socle dans son cabinet. Et il y a 2-3 sujets sur lesquels je dois dire que c'est là que vous comprenez que les attendus, qui sont ceux de l'Éducation nationale à l'égard des enfants, sont ceux d'une forme d'optimum des savoirs, l'élève idéal. La question étant de savoir qui se rapproche de cet idéal et ensuite de gérer le stock de ceux qui n'ont pas atteint l'optimum, puisque c'est ça aujourd'hui. Ou de savoir si, au regard d'attendus, qui sont ceux de la scolarité obligatoire, nous mettons tout en œuvre pour faire en sorte que tous les enfants de la République puissent gravir à leur rythme, mais un certain nombre d'échelles de compétences, un certain nombre d'échelles en matière de connaissances, donc disciplinaires aussi, mais qui leur permettront demain de maîtriser vraiment ce que, en théorie, nul n'est censé ignorer au terme de sa scolarité obligatoire. Et moi, sur ce chantier-là, nous allons avancer, j'espère avec vous, et j'attends beaucoup de vos travaux, j'attends beaucoup des retours que vous nous ferez sur les nouveaux programmes de l'école maternelle, parce qu'ils sont indissociables de ce que nous allons faire ensuite, sur l'ensemble des cycles qui conduisent jusqu'au brevet, qui sera forcément interrogé lui aussi par ce nouveau socle, ces nouveaux programmes et les méthodes d'évaluation que nous souhaiterons mettre en œuvre pour favoriser les apprentissages, servir les progrès des élèves et pas simplement opérer tôt à des moyennes qui sont des moyennes dont moi je pense que ces moyennes ne disent aujourd'hui pas grand-chose aux élèves, ne sont pas intelligibles toujours par les parents et les élèves, et qu'il faut aujourd'hui travailler sans doute à d'autres formes d'évaluation. Alors quand on dit bienveillant, on dit ça y est, il va donner des bonnes notes à tout le monde parce que c'est comme ça. Évidemment que non. Mais une école bienveillante, c'est quoi? C'est une école inclusive à l'égard de tous, ce que vous faites, l'école maternelle. Une école bienveillante, c'est une école qui s'attache à ne pas humilier, à ne pas stériliser, à ne pas paralyser, mais véritablement à valoriser, à stimuler. Autant de choses qu'on doit faire, qu'on soit enseignant au collège, qu'on soit enseignant en CE2 ou qu'on soit enseignant en petite ou moyenne section, voire en TPS ou en grande section. Voilà donc les chantiers sur lesquels nous allons travailler, qui vont nous mobiliser, et pour lesquels j'espère là encore que nous n'aurons pas trop de querelles théologiques, et que nous essaierons de travailler dans le meilleur esprit qui soit. Bon, je voulais terminer en vous disant que je suis ministre, mais je suis aussi le papa de 2 petites filles, donc j'ai une qui quitte la maternelle, une qui y entre. Et
Hein, je ne vais pas faire le papa qui a son avis au motif que... Parce que ça, moi, dans mon coin, dans mon école, ça vous l'avez entendu suffisamment souvent, mais ce dont je suis absolument convaincu, et je crois qu'il fait assez l'unanimité chez les Français, c'est que la maternelle française, c'est un écrin. Et qu'on a la chance, nous, de réussir par l'école maternelle un démarrage qui est un démarrage pour nos enfants, qui est sans doute la meilleure entrée à l'école qui se fasse, ou une des meilleures dans le monde. Vraiment. Mais je le dis, c'est pas pour autant qu'il faille nous reposer sur nos lauriers et croire que tout ceci est acquis pour longtemps. Parce que les défis qui nous sont posés sont les défis des inégalités de la société. Et il est incontestable aujourd'hui que le vocabulaire d'un enfant issu d'une famille favorisée, c'est l'élu de Trappes qui vous le dit, n'est pas exactement le même que celui d'une famille défavorisée où, de surcroît, dans l'environnement familial, on parle peu, voire mal, le français. Et qu'on a donc, à l'école maternelle aujourd'hui, une responsabilité considérable, peut-être même plus grande encore que tous ceux qui suivent derrière. Parce que, je le disais tout à l'heure, l'école de l'égalité, c'est un mythe. Pour autant, dans ce mythe, ou dans l'école de l'égalité, il y a des centaines de milliers de parents qui veulent croire, ce sont ceux qu'on ne voit justement pas et qui placent les plus grandes attentes dans l'école qui soit. Parce que c'est par l'école que leur enfant s'arrachera à sa condition sociale d'origine, s'il le souhaite. C'est par l'école qu'il s'épanouira ou s'émancipera. C'est par l'école qu'il peut trouver un chemin différent que la trajectoire respectable, mais difficile, éprouvante de ses parents. Et c'est donc dès le plus jeune âge, dans ses premiers apprentissages, dans la préparation de l'élève qu'il sera ensuite en CP, dans la construction de cet enfant qu'il faut bien sûr respecter, mais auquel il faut aussi transmettre, c'est dans ce moment-là que peut se nouer, ou que se noue, ce qui sera une partie, pas toute, mais une grande partie, peut-être du destin scolaire de cet enfant. Et pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que moi je ne crois pas que la France s'apaisera tant qu'on n'apaisera pas l'école de la République. Et que pour apaiser l'école de la République, il faut que toute famille pense sincèrement que par l'école, son enfant peut réussir. Il faut que chaque famille française ne soit plus convaincue à un moment que la promesse, c'est pas pour moi. Que la réussite, c'est pas pour moi. Que la promesse de l'école républicaine est une promesse non tenue. C'est cela aujourd'hui qui mine la société française. Le fait de penser que la réussite, elle est pour certains, et que même l'école, ne peut pas garantir cette réussite pour chacun. Voilà ce que je voulais vous dire. J'avais décidé je devais vous parler, j'avais des choses écrites pour faire vite. Mais aujourd'hui, en particulier, parce que c'était la fin de l'année scolaire, que ça aurait dû être une journée de joie, qu'elle est endeuillée maintenant pour toujours, cette dernière journée de l'année 2014, 4 juillet 2014. Je voulais parler de votre métier, moi de la grande confiance que j'ai en vous, de la grande confiance qu'avaient tous les parents de l'école Édouard Herriot en Fabienne Terral-Calmès, de la confiance qu'il plaçait en elle, de la confiance qu'il continue à placer dans les enseignants de l'école publique et dans les enseignants de l'école maternelle, et vous dire que vous êtes souvent sous les feux des projecteurs et la cible de bien des critiques. Moi, je suis persuadé que le vrai message du redressement du pays,
que le vrai message positif et optimiste qui permettra aux Français de retrouver aussi un peu plus confiance en eux, il part de vous. Il part de vos classes, il part de vos résultats, il part de vos écoles. Et que je pense que si on veut réenchanter la France, si on veut réenchanter la démocratie, il faut d'abord réenchanter l'école. Et pour cela, j'ai confiance en vous.